fleurs et lumières d'Edenbell. Il y avait cette petite fille merveilleuse, la 5e princesse, Marianne. Personne ne pouvait détourner les yeux de son beau et radieux sourire. Et quand elle parlait, tout le monde écoutait chacun de ses mots en retenant son souffle. Elle avait une apparence idéale et un bon caractère. Ses yeux étaient couleur or. Absolument tout le monde adorait ce petit miracle. Sa sœur avait les cheveux noirs corbeaux et des yeux verts ternes. Les filles étaient très différentes, mais malgré cela, Ophélie chérissait beaucoup Mariana, car toutes leurs différences ne changeaient rien au fait qu'elles formaient une seule famille. Même si Ophélie était aussi une princesse, tout le monde la traitait toujours avec un certain dédain. Ils ne comprirent pas pourquoi ce corbeau harcelait la princesse Marianne. Même lorsque les gens comparaient la fille à une petite princesse et bavardaient, elle continuait à l'aimer de tout son cœur et de toute son âme. Cependant, tout cela appartenait au passé et a radicalement changé lorsqu'Ophélie a été accusée d'empoisonnement. Ophélie se souvient à quel point Marianne s'est réjouie de l'invitation de sa sœur et a profité du temps magnifique et des belles fleurs printanières. Ce serait triste d'admirer toute cette beauté seule. De plus, Ophélie a reçu un nouveau thé en cadeau et a voulu l'essayer avec sa petite sœur. Mais soudain, elle remarqua que quelque chose n'allait pas chez Marianne. La jeune fille laissa tomber son verre, renversant le reste du thé sur la table. Elle a appelé sa sœur de manière à peine audible. Ophélie a eu terriblement peur et a continué à appeler Marianne. Les gens autour ont discuté de ce qui s'était passé. La femme a dit que personne n'aurait pu penser que ce corbeau noir ferait quelque chose comme ça. Mais pour l'homme, au contraire, tout était évident. Après un regard sur Ophélie, il pouvait dire qu'elle détestait la petite princesse et l'enviait. L'ambiance entre ces filles était toujours morose. La femme considérait comme une honte pour tout l'Empire que, malgré le fait que les filles soient des demi-sœurs, l'envie ait vaincu Ophélie. Ouvrant les yeux, Ophélie regarda autour d'elle et revint à la cruelle réalité. La jeune fille était assise au sous-sol, menottée. Elle ne comprenait pas combien de temps elle avait dormi, et il lui semblait que le temps s'écoulait complètement différemment dans cet endroit. Ophélie réalisa qu'elle avait terriblement faim. Elle était enfermée au secret dans un cachot, dans lequel aucun rayon de lumière ne pouvait pénétrer. Lorsqu'elle vit la nourriture posée sur le sol, elle fut très heureuse. Toute la nourriture qu'elle recevait consistait en un verre d'eau et un morceau de pain. Dans l'obscurité totale et une solitude féroce, elle n'avait d'autre choix que de traîner son existence insignifiante sur le sol froid de cette cellule, en attendant. Il n'y avait absolument aucune nouvelle de la famille, et la jeune fille craignait de devoir passer le reste de sa vie dans cette cellule. Mais elle continuait à se consoler, en pensant que la fausse accusation serait abandonnée. Elle était sûre qu'elle serait bientôt libérée. Assise sur le sol en béton, la jeune fille espérait que sa petite sœur allait bien. Les pensées d'Ophélia ont été interrompues par 2 gardes qui sont entrés dans la cellule de la jeune fille. Ils la conduisirent à travers les couloirs du château. Ophélie pouvait enfin revoir les rayons du soleil, qui lui avaient terriblement manqué. Elle appréciait le soleil, car il faisait si chaud et si beau. Remarquant cela, le garde a tiré la jeune fille en arrière. L'homme l'a jetée sans ménagement dans le couloir. Il l'a fait avec une telle force qu'Ophélie n'a pas pu se tenir debout. Elle entendit quelqu'un lui dire de relever la tête. Ce faisant, la jeune fille a vu ses proches devant elle. Devant Ophélia se trouvaient ses frères, sa sœur et son père. La jeune fille était très heureuse de les voir tous. Cependant, elle était perplexe que sa sœur bien-aimée, Marianne, ne soit pas avec eux. La petite fille regarda prudemment derrière le trône. En voyant sa sœur, Ophélie était soulagée. Elle était contente que la fille aille bien. Son frère aîné fut le premier à prendre la parole, traitant la 4e princesse Ophélie de criminelle. Et il avait l'intention de condamner la jeune fille. Pour la tentative de meurtre de Marianne, 5e princesse de l'Empire Edenbell, la jeune fille a été condamnée à mort. Au moment où son père annonçait le verdict, Ophélie remarqua la jubilation sur le visage de sa sœur bien-aimée. Le père a demandé à Ophélie si elle admettrait le crime qu'elle avait commis. Cependant, la jeune fille n'a rien répondu, car elle savait que ce qui s'était passé n'était absolument pas de sa faute. L'empereur Jules a qualifié son comportement de dégoûtant,
car il lui semblait que la jeune fille faisait simplement semblant de ne pas comprendre ce qui se passait. Le père a déclaré que sa fille avait tenté de tuer sa propre sœur par jalousie. Elle a essayé de dire qu'elle n'avait rien fait de tel, mais sa gorge était nouée et elle ne lui permettait pas de dire un mot. La princesse Adriana attaqua la pauvre accusée et cria que l'empereur s'adressait à elle et qu'elle était obligée de lui répondre. Le petit prince. Reuilly a insisté sur le fait qu'Ophélia savait quelle était sa faute et pensait qu'elle devait l'admettre immédiatement. La jeune fille a essayé d'expliquer à son frère que ce qui s'était passé n'était pas de sa faute. Mais le garçon n'a pas voulu écouter les excuses de sa sœur et a répété qu'elle devait admettre qu'elle avait tenté de tuer leur sœur Marianne. Ophélie ne cessait de répéter qu'elle n'était pas coupable et qu'elle n'avait jamais essayé de faire quoi que ce soit de mal à sa sœur. Cependant, le garçon a ordonné d'appeler un témoin. Après cela, une femme de chambre est apparue à la porte. Rebecca a salué la famille impériale, après quoi elle s'est présentée et leur a dit qu'elle servait dans le palais de la 4e princesse. Et elle a dit qu'elle avait vu tout ce qui se passait de ses propres yeux. La servante a vu comment, ce jour-là, alors que les princesses buvaient du thé, la princesse Ophélie avait versé de la poudre blanche dans le thé de sa sœur. Ophélie fut surprise par l'histoire de la jeune fille, car elle savait très bien qu'elle n'avait rien mis dans le verre de Marianne. Toute la famille a écouté l'histoire de la bonne, et elle a continué en disant qu'elle ne voyait ce qui se passait qu'avec une vision périphérique, et qu'elle n'en trahissait pas la signification, puisqu'elle avait pris cette poudre pour du sucre. La servante ne pouvait même pas imaginer qu'il puisse s'agir d'un poison. Après que le témoin ait parlé, l'empereur a déclaré qu'Ophélie entendait désormais tout de ses propres oreilles. Et après une perquisition dans la chambre de la princesse, des restes de poison ont été découverts dans le placard. C'était le même poison que dans la coupe de Marianne. L'accusée a crié que cela ne pouvait pas arriver, car elle avait vu cette bouteille pour la première fois. Elle était prête à jurer le fait qu'elle n'ait jamais tenté de tuer la princesse Marianne. Elle se précipita vers le prince aîné, Lachias, et elle le supplia de la croire, même si elle était déjà sûre qu'il était au courant. Des larmes sont apparues dans les yeux d'Ophélia. Mais elle a continué à demander à son frère de la croire. Le prince se pencha vers sa sœur, et la jeune fille eut déjà le temps de penser qu'il la croyait. Et au lieu de lui faire confiance, elle a reçu une très forte gifle. Après cela, Ophélie ne put retenir ses larmes, et elles coulèrent sur ses joues en un ruisseau. Saisissant avec force le visage de sa sœur, le prince la traita de vile fille et dit qu'elle était devenue complètement folle d'envie. Le gars a dit à son père qu'il n'était plus nécessaire de l'écouter, car cette fille sans vergogne refusait de se repentir de son propre crime. Il pensait que cette fille méritait sa punition. En regardant sa famille, Ophélie pensait qu'elle ne voulait vraiment pas mourir de cette façon. Elle regarda sa petite sœur avec un appel à l'aide. Mais au lieu d'aider sa sœur aînée, elle fondit en larmes et dit à son père qu'elle avait peur. Les deux sœurs ont pleuré. L'une de peur et la seconde de conscience de leur impuissance. L'exécution était programmée et devait avoir lieu dans 4 jours. L'empereur interdit de donner aux condamnés autre chose que de l'eau stagnante. Le jour même de l'exécution est arrivé. Le personnage principal était très inquiet de ces jours. Ils ont duré pour elle une éternité. Et maintenant, la jeune fille était déjà conduite au lieu d'exécution. Toute sa famille s'est rassemblée pour assister à sa mort. Ils attendaient ce spectacle, assis à une longue table. Ophélie espérait toujours que tout pourrait changer et que l'exécution serait annulée. Cependant, les bourreaux avaient déjà réussi à préparer tout le matériel nécessaire à l'exécution de la punition qui lui était assignée. Tout d'abord, ils lui ont arraché les yeux avec une arme chaude. Mais malgré la douleur brûlante, la jeune fille n'a pas fermé les yeux. Aux prises avec la douleur, le personnage principal pensait que absolument personne de la famille ne la croyait. Il n'essayait même pas de l'écouter. Elle se tourna vers Siléna, la déesse de l'Empire, de la Lune et de la vengeance. La jeune fille se demanda si elle ne lui donnerait pas une chance de se venger d'une telle injustice. Dans ce cas, elle voulait mourir le plus rapidement possible, et elle a demandé à la déesse de ne pas lui permettre de renaître en tant qu'humaine, afin qu'elle n'aime personne d'autre et ne soit jamais trahie.
Il valait mieux vivre sa vie comme une créature banale. Quelque temps après que tout s'est passé, Le petit garçon était assis au pied de sa mère bien-aimée et enceinte. Il rêvait que sa petite sœur naîtrait tôt, et sa mère lui a promis que l'enfant naîtrait définitivement dans quelques mois. Mais Isis voulait la voir maintenant. Le garçon caressa le ventre de sa mère, et Ophélie sentait tous ses attouchements, comme s'il la caressait. Il voulait que sa petite sœur naisse le plus tôt possible, et il était sûr que tout le monde autour d'elle l'aimerait définitivement. Après son exécution, Ophélie renaît et était destinée à renaître dans la famille impériale. Tout le monde dans le palais a félicité la petite fille pour sa gentillesse et sa gentillesse. Mais cela ne les a pas empêchés de parler de quelque chose qui n'allait pas avec la fille. Et tout cela parce que, contrairement à tous les autres bébés, non seulement elle n'exprime pas ses émotions, mais elle n'a pas non plus émis un seul son pendant tout ce temps. Sans parler de mots aussi simples que « maman » et « papa ». En fait, si elle le voulait, elle pourrait parler maintenant, mais pour une raison quelconque, elle avait peur de le faire. En voyant la lumière devant elle, elle se demanda s'ils étaient venus la consoler, puis les en remercia. Seul ce jeune enfant pouvait voir cette lumière. C'étaient les esprits qui accompagnaient la jeune fille depuis le jour même de sa renaissance. Ophélie renaît avec le don rare de voir les esprits de la lumière. Tout le monde appelle les gens comme ses sorciers. Cette capacité permet de voir les esprits comme des objets matériels. C'était tout à fait inutile, étant donné que la jeune fille n'avait aucune envie de vivre. Néanmoins, la communication avec eux a réconforté le bébé. Les esprits étaient sûrs qu'elle pouvait parler. La jeune fille était d'accord avec eux, disant qu'elle pouvait parler dès qu'elle le voulait. Cependant, se souvenant des derniers jours de sa vie antérieure, la jeune fille a déclaré qu'elle avait peur que personne ne la croie à nouveau, ou que soudainement ses proches la trahissent à nouveau. Cependant, sa nouvelle maman prenait beaucoup soin d'elle. Elle tendait les bras vers son bébé. Elle prit le bébé dans ses bras. L'impératrice était sûre que leur Aïcha parlerait certainement bientôt. Sa mère était prête à attendre aussi longtemps que nécessaire. L'impératrice a consacré beaucoup de temps à son bébé. Donneux à Aïcha, amour et soin. La fille était censée fêter son anniversaire bientôt. L'impératrice était sûre que la jeune fille était très intéressée par les cadeaux que Sa Majesté et Son Altesse lui offriraient cette fois. La jeune fille se souvient que lors de son dernier anniversaire, Isis lui-même avait attrapé un ours et le lui avait offert, et qu'à cette époque, il n'avait que 12 ans. L'empereur lui-même a décidé d'honorer l'impératrice et Aïcha de sa présence. En voyant le bébé, il dit avoir vu la lumière de leur empire. Il a contacté sa fille. Et en tapotant la tête de la fille, il dit qu'elle avait vraiment beaucoup grandi. L'impératrice était satisfaite de ces paroles de son mari, et elle lui a demandé s'il voulait prendre le bébé dans ses bras. L'empereur, sentant le regard de son fils, lui demanda s'il pensait vraiment qu'Aïcha était si petite que son père pouvait lui faire du mal simplement en la soulevant. Aïcha pensait qu'elle avait certainement entendu dire qu'elle était plus petite que les autres enfants. Mais cela ne voulait pas dire qu'elle était aussi fragile qu'une verrerie. L'impératrice a dit que c'était leur enfant et que chaque jour, ce bébé devenait en meilleure santé et qu'elle aurait bientôt 1 an, donc tout était en ordre. L'empereur fut d'accord avec sa femme et, tendant les mains vers sa fille, l'appela auprès de lui. Prenant Aïcha dans ses bras, il l'appela sa fille bien-aimée. La jeune fille fut surprise d'entendre de telles paroles de la part de l'empereur, car dans sa vie antérieure, elle n'avait jamais entendu de telles choses de la part de ses parents. Puis il dit qu'il avait décidé d'organiser un banquet en l'honneur de l'anniversaire de sa fille. Il était sûr que les gens seraient heureux de savoir que la princesse grandissait en bonne santé. Alors que l'impératrice essayait de connaître tous les détails du banquet à venir et s'inquiétait de la façon dont sa fille y ferait face, car elle était très timide, Aïcha pensait que le banquet en l'honneur de son anniversaire était une idée intéressante. Ce banquet devait durer 1 mois entier. L'impératrice ne crut pas à ces paroles. Elle comprit que si le banquet durait si longtemps, les coûts de son entretien seraient trop élevés. Cependant, l'empereur ne plaisantait pas.
Il croyait que pour l'anniversaire de sa fille, il valait la peine d'organiser de telles vacances et que l'argent dans ce cas n'avait aucune importance. Il a également noté qu'Isis soutenait sa proposition. Aïcha était catégoriquement contre un banquet aussi long, le jugeant trop fatigant. Elle n'aimait pas du tout cette idée. La jeune fille croyait que l'impératrice n'accepterait pas une telle proposition. Il n'y avait pas longtemps que l'impératrice Iris était apparue dans le palais, et sa position était assez précaire. La défunte impératrice Thétis avait une excellente lignée, et son peuple était toujours dans l'enceinte du palais impérial. Considérant que la position d'un membre de la famille impériale qui n'hérite pas du trône est déterminée par des puissances étrangères, elle était très inquiète pour Aïcha. Mais un moyen fut trouvé pour renforcer son influence. L'empereur décida d'organiser un banquet en l'honneur de sa fille qui dura 1 mois entier, afin que tout le monde connaisse le grand amour de l'empereur pour sa fille. Cela affectera tous les gens du palais. L'empereur annonça qu'il allait inviter les grands-parents d'Aïcha. L'impératrice était très heureuse d'apprendre l'arrivée de ses parents. L'impératrice, Iris, était la fille du comte Roussel, dont la famille gardait les frontières nord de l'Empire. Comme le comte et la comtesse Roussel visitaient très rarement la capitale, il manquait beaucoup à l'impératrice. Le banquet en l'honneur de la jeune princesse étant prévu pour une si longue période, c'était une excellente occasion pour l'impératrice de voir sa famille. Aïcha s'est rendu compte que ses parents étaient complètement différents de ceux de sa vie antérieure. La mère qui lui a donné naissance lui était complètement indifférente. Et la seule chose qui intéressait son père était son successeur, Lachias. Il y avait aussi une autre personne qui l'idolâtrait, la princesse Marianne. En pensant à tout cela, la petite Aïcha se mit à pleurer comme une enfant. Iris, effrayée, se précipita vers elle, pensant que sa fille souffrait. Aïcha regarda sa mère et réalisa que ce visage exprimait de l'inquiétude pour elle. L'impératrice était heureuse que la jeune fille se soit calmée et supposait que tout était passé. Elle a dit que maman et papa seront toujours à ses côtés et ne laisseront jamais leur bébé se blesser. Bientôt, tout le monde félicitera Aïcha pour son anniversaire. En regardant sa fille, l'impératrice vit qu'elle commençait à s'endormir. Tenant fermement le bébé contre elle, Iris lui souhaita de beaux rêves et commença à chanter une berceuse. La nuit est venue. Aïcha se réveilla et vit qu'il faisait déjà noir devant la fenêtre et réalisa qu'elle s'était endormie assez vite grâce à la berceuse chantée par sa mère. La petite fille détestait le noir. Elle appela les esprits et ils apparurent immédiatement devant elle. La jeune fille était sûre que s'ils n'avaient pas été à ses côtés, elle n'aurait pas pu vivre sa nouvelle vie. Les esprits commencèrent à tourner autour d'elle, comme pour essayer de montrer quelque chose à la jeune fille. Ils volèrent vers la fenêtre ouverte, comme pour lui montrer quelque chose. Mais Aïcha ne comprit pas ce qui se passait. La petite fille essayait de comprendre ce qu'ils voulaient lui montrer. Et soudain, un grand homme blond apparut près de la fenêtre ouverte de la pièce de devant. Il regardait le bébé sans rien lui dire, et elle essaya de comprendre qui il était. Et alors il lui a parlé, lui disant qu'il s'avère qu'elle peut vraiment voir les esprits. Aïcha ne comprenait pas comment il avait découvert qu'elle pouvait voir les esprits, comment il était entré dans sa chambre et comment elle devait se comporter en général. Elle pensait que peut-être elle devrait pleurer pour que quelqu'un vienne à elle. Pleurer. Elle ne comprenait pas de quoi elle était capable dans le corps de ce bébé. Cet homme a fait signe à la jeune fille de ne pas pleurer, mais plutôt de rester calme. En voyant l'homme s'approcher d'elle, la jeune fille devint encore plus effrayée. Et lui, en la regardant, pensait qu'elle était une enfant très drôle. Les esprits qui tournaient autour d'elle commencèrent à saluer le roi. La jeune fille ne pouvait pas croire que l'homme devant elle était un roi. Mais ensuite, elle réalisa que pendant tout ce temps, cet homme ne lui parlait que mentalement. Voyant qu'il avait plongé la jeune fille dans la confusion, l'homme pensa qu'il était probablement venu la voir trop tôt. Touchant son front avec son doigt, il dit à la jeune fille de dormir et d'oublier tout ce qui s'était passé dans sa chambre cette nuit-là. Aïcha a essayé de l'arrêter. Cependant, elle réalisa qu'elle avait très fortement envie de dormir. Et encore une fois, elle tomba dans un profond sommeil de bébé. En se réveillant le matin, Aïcha a vu la nounou devant elle
lui souhaitant bonjour. La jeune fille a déclaré que le bébé avait très bien dormi toute la nuit et ne s'était jamais réveillé. Après quoi, elle a demandé si Son Altesse avait bien dormi. Frottant ses yeux endormis, la petite fille essaya de se rappeler ce qui lui était arrivé hier. Elle pensait avoir vu la pleine lune, mais supposait que c'était peut-être parce qu'elle était fatiguée. Après tout, elle a récemment relevé un nouveau défi. L'impératrice commença lentement à lui apprendre à marcher. Auparavant, aucune activité ne l'intéressait, mais maintenant, elle pratique la marche avec une persévérance particulière. Le personnage principal avait l'impression de devenir plus libre à chaque pas. Pour l'instant, sa limite était de 3 pas. Aïcha est née petite et faible, tout comme l'impératrice, et il lui est donc très difficile de marcher, car ses jambes sont encore trop faibles. Son entourage a félicité le bébé pour chaque pas qu'il a réussi à faire. Elle a soutenu le bébé en disant que sa mère était à proximité et qu'elle n'avait qu'à essayer un peu et qu'elle finirait dans ses bras. Aïcha a vu l'impératrice, qui a continué à lui tendre les mains. Et des souvenirs de sa vie passée ont refait surface dans sa tête. Elle se souvenait de sa mère de leur vie antérieure, l'impératrice Edenbella. La jeune fille essaya de se rappeler si elle l'avait déjà serrée dans ses bras, et en regardant en arrière, elle réalisa que si cela se produisait, ce n'était que quelques fois dans tout le temps. Elle disait toujours à sa petite fille qu'elle devait être très silencieuse. Un jour, assise sur le trône, elle a pris sa fille dans ses bras et l'a assise sur ses genoux. Maintenant, la jeune fille a compris que ce n'était qu'une représentation politique de la famille forte et amicale qu'elle avait. Mais malgré les faux semblants, les mains chaleureuses et douces de sa mère la rendaient heureuse dans ces moments-là. Rejetant ses pensées du passé, elle réalisa qu'elle n'avait réussi à faire que 3 pas et que ses jambes tremblaient déjà de fatigue. L'une des servantes a même demandé si leur petite princesse allait bien. Mais la jeune fille était sûre que, malgré sa fatigue, cette fois, elle pourrait marcher plus loin. Elle devait juste essayer d'avancer. Les servantes et l'impératrice ont soutenu le bébé, disant qu'elle réussirait certainement et qu'elle y était presque. Maman a continué à l'appeler et la fille était sincèrement heureuse d'y être presque. Il lui en restait encore un peu, mais elle se cogna le pied sur le tapis et tomba sur les fesses. Les servantes concernées se demandèrent si elle s'était blessée et continuèrent à soutenir la jeune fille, disant qu'elle avait presque réussi à arriver au bout. Le bébé a enfoui son visage dans le sol, ce qui a beaucoup effrayé tout le monde autour d'elle. Mais elle essayait juste de se remettre sur pied. En se levant, Aïcha entendit les exclamations enthousiastes de son entourage. La jeune fille était sûre qu'elle ne reculerait jamais et n'atteindrait jamais son objectif. Il lui restait encore très peu de temps avant son objectif le plus cher, à savoir les câlins de sa mère aimante. Elle pensait que si elle parvenait à rejoindre sa mère, elle serait peut-être serrée dans ses bras de tout son cœur. Le jour arriva où les parents de l'impératrice arrivèrent. Ils manquèrent tellement à Iris qu'elle se précipita tête baissée vers eux. Elle était terriblement heureuse de voir sa famille, et ils ont remarqué à quel point leur fille était énergique. La mère croyait que l'impératrice se comportait toujours comme une enfant, mais disait que sa fille était devenue encore plus belle depuis leur dernière rencontre. Aïcha a regardé sa mère rencontrer ses grands-parents, et ils ont demandé où était leur petite fille. La nounou a fait sortir la princesse et lui a dit qu'elle était également là. La duchesse a demandé la permission de prendre le bébé dans ses bras et, en regardant les personnes âgées, elle a pensé qu'il s'agissait des parents de l'impératrice, qu'elle a vus pour la première fois de sa vie. La jeune fille pensait que tout le monde l'aimait parce qu'elle était si belle et charmante, et cela lui semblait gênant. Mais elle était d'accord avec tout le monde. Aïcha n'avait jamais vu sa mère parler autant, et son grand-père disait qu'elle ressemblait beaucoup à l'impératrice lorsqu'elle était enfant. En observant le comportement de l'impératrice et de ses parents, le personnage principal s'est rendu compte que pour des parents aimants, un enfant reste un enfant, quel que soit son âge. Iris s'intéressait à la façon dont ses parents se portaient ces derniers temps et à la façon dont les choses se passaient dans le Nord en général. En entendant parler du Nord, Aïcha pensa que l'impératrice parlait d'Edenbell, sa patrie dans une vie antérieure. Cependant, le comte suggéra d'entrer d'abord. L'impératrice était inquiète
et, autour du thé, demanda à son père si quelque chose s'était passé dans leur pays natal. Mais il la rassurait, en lui disant qu'il ne voulait tout simplement pas parler d'Edenbell à cause des oreilles supplémentaires. Après la signature de l'accord de paix, tout était calme et tranquille, mais ils étaient toujours en alerte. Le comte dit qu'il avait entendu d'étranges rumeurs. Il avait entendu dire qu'en l'honneur de l'anniversaire de sa petite-fille, Edenbell allait envoyer un ambassadeur avec des cadeaux à un banquet à cette occasion, et il se demandait si c'était vrai. L'impératrice a confirmé qu'il en était ainsi, et ils ont promis de leur rendre visite cette fois-ci. Le personnage principal souhaitait savoir si la famille impériale viendrait en personne. Le comte trouvait louable qu'il veuille venir si loin pour féliciter sa petite-fille, mais il ne voulait pas du tout les voir. Ils discutèrent de l'arrivée de la famille royale et du fait que les choses n'allaient pas bien à Edenbell. Ayant entendu dire que la famille royale elle-même viendrait, la jeune fille souhaitait savoir lequel des couples viendrait les voir. Réalisant que des proches de sa vie passée viendraient, Aïcha fondit en larmes. L'impératrice était inquiète et essayait de calmer sa fille, et le comte craignait que sa petite-fille soit malade. La comtesse a frappé son mari au bras, disant que c'était parce qu'il parlait trop fort et que les enfants sont très sensibles à cet âge. L'impératrice était sûre qu'elle serait bientôt capable de calmer le bébé, et elle commença à lui dire que tout allait bien et que le grand-père avait déjà reçu son ton. Le grand-père a demandé pardon à la petite fille pour son comportement et a suggéré que tout cela était à cause d'Edenbell. Le personnage principal pensait que tous les habitants d'Edenbell étaient terribles, et à cette pensée, elle arrêta de pleurnicher. Le comte supposait que sa petite fille était ainsi d'accord avec lui, et qu'elle, tout comme il n'aimait pas Edenbell, l'impératrice était d'accord avec son hypothèse. Le personnage principal a pensé à quel point elle détestait toute la famille royale d'Edenbell. L'impératrice a laissé entendre que son bébé était de mauvaise humeur. Elle serra sa fille plus près d'elle et lui demanda ce qu'elle pouvait faire pour améliorer son humeur. Iris a suggéré qu'elle devrait peut-être donner des bonbons à cette petite fille. Et le personnage principal pensait qu'en se souvenant d'Edenbell, elle se sentait très triste. En fait, elle avait un peu honte. À ce moment, l'empereur et Isis entrèrent dans la pièce, et la mère demanda pourquoi ils étaient venus. L'empereur a déclaré qu'il voulait vraiment voir sa femme et sa fille bien-aimée. Et le garçon voulait voir Madame Iris et sa sœur bien-aimée. Iris les invita tous les deux à s'asseoir en premier, et ils se regardèrent, car leurs réponses concordaient malgré le fait qu'ils n'étaient pas du tout d'accord. Autour d'une tasse de thé, l'empereur a déclaré qu'il était heureux que tout se passe bien pour ses filles bien-aimées. Et Iris a répondu que tout cela était grâce à sa majesté. Grâce également à Isis, elle était très heureuse qu'il adore sa petite sœur. Le garçon a dit qu'il ne pouvait en être autrement, car il est son frère aîné, et il prendra toujours soin d'elle, car il a fait cette promesse. L'impératrice rit et dit qu'elle le croyait volontiers. La petite fille qui jouait avec lui pensait qu'il était en réalité son frère. Son frère lui a dit qu'il préparait un cadeau pour elle, mais c'était une surprise, et il ne pouvait donc pas dire de quoi il s'agirait exactement. Le personnage principal ne croyait pas que son frère puisse lui donner quelque chose, car dans sa vie antérieure, rien de tel ne lui était arrivé, malgré le fait qu'elle avait de nombreux frères et sœurs. Mais Isis était sûre que cette fille apprécierait certainement cette surprise. Elle ne pouvait rien y faire, et réalisa qu'elle devrait simplement attendre encore un peu. Tout le monde était étonné que le banquet d'anniversaire de la princesse dure 1 mois entier. Tout cela parce que la princesse Aïcha est très aimée. Les filles ont également discuté du fait que le prince Ezi apprécie également beaucoup sa sœur et lui a même récemment donné la peau d'un ours qu'il a tué. Mais surtout, il s'intéressait à savoir à qui elle ressemblait le plus. À l'empereur ou à l'impératrice. Une des servantes demanda si l'impératrice avait terminé ses préparatifs. Et quand elle a vu Sa Majesté, elle a dit qu'elle était extrêmement belle. Le premier jour du banquet festif est enfin arrivé. Ce jour-là, Aïcha a décidé d'apparaître en public pour la première fois et était donc très inquiète. Mais sa mère la serrait constamment et lui assurait qu'elle était tout simplement incomparable. La fille touchait son diadème et ne comprenait pas pourquoi il était si léger.
Elle pensait qu'elle était enchantée. L'impératrice amena le bébé à la fenêtre et l'invita à regarder dehors. En y regardant, la jeune fille a vu des rues et des maisons vides. La jeune fille était surprise que tout le monde organise une si grande fête en l'honneur de son anniversaire, parce qu'il l'aime beaucoup. Iris a félicité sa fille pour son premier anniversaire. Ils furent interrompus par Isis entrant dans la pièce. Elle a commencé à féliciter sa sœur, disant qu'elle était si belle, douce et merveilleuse ce jour-là. Il l'a félicitée pour son anniversaire et lui a demandé d'être avec lui pendant encore de nombreuses années. Le prince a demandé à Madame Iris la permission d'emmener Aïcha à la salle de banquet. Elle a accepté, mais lui a demandé d'être prudent. Un merveilleux orchestre jouait au festival. De nombreuses personnes se sont rassemblées dans la salle des fêtes. Ils respirèrent et se rendirent tous ensemble à la salle de banquet. La jeune fille se pressa contre la poitrine de son frère aîné. Elle était sûre que tout irait bien. Mais ce moment lui paraissait quand même gênant. Ezi a demandé à Aïcha de sourire au moins un peu. Il voulait qu'elle soit la plus heureuse ce jour-là. L'impératrice qui les regardait était heureuse que les enfants s'entendent si bien. C'est précisément pour cela que ce banquet fut organisé. Le garçon était sûr que le rire pourrait dissiper ses inquiétudes et l'invita à rire avec lui. Le bébé sourit et pensa qu'elle serait capable de le faire et qu'elle ne devrait pas être nerveuse. Lorsqu'ils entrèrent dans la salle de banquet, ils furent tous les trois présentés et demandèrent aux invités de saluer la famille impériale. Aïcha a continué à serrer fermement son frère. L'empereur sortit à la rencontre de sa famille. En s'approchant d'eux, il leur dit que tout était enfin assemblé. Il a remercié tout le monde d'avoir illuminé le banquet du premier anniversaire de sa fille. Ils ont organisé ce banquet, qui durerait 1 mois entier, pour que tous les invités s'amusent. Il souhaitait également féliciter sa fille pour son premier anniversaire. Tous les invités ont crié leurs félicitations à l'unisson. Il y avait un homme étrange caché dans la foule, comme s'il cachait son visage aux autres. Le reste des invités s'amusait et bavardait. L'une des filles espérait pouvoir regarder la princesse de plus près, après que la famille impériale soit descendue vers les invités. Le deuxième invité ne pouvait pas non plus attendre. Et puis ils remarquèrent que la famille s'était déjà dirigée vers les invités et commencèrent à regarder la petite princesse. Ils comparaient cette petite fille à un ange. Les invités sont tout simplement tombés amoureux d'elle et de la façon dont le prince héritier lui-même portait sa petite sœur. Il leur semblait qu'il n'y avait rien de plus beau que cet ange. Aïcha se sentait mal à l'aise, parce qu'il y avait trop de monde autour. L'empereur tendit les mains vers sa fille et voulut la prendre à son fils. Le bébé, assis dans les bras de son frère, ne comprenait pas pourquoi il ne la confiait pas à son père. Isis a déclaré qu'Aïcha était en fait sa sœur. Mais après que l'empereur lui a rappelé qu'elle était aussi sa fille, le garçon a été forcé de la remettre à son père. Aïcha pensait que récemment, son père avait dit qu'il ne la serrerait pas dans ses bras de peur de blesser son bébé. La cérémonie s'est bien déroulée, et l'eau bénite du temple de la lumière a été aspergée sur la tête de la petite princesse. Il semblait à la jeune fille que le pouvoir divin de la lumière et son âme s'entendaient bien. Bientôt, des aristocrates de toutes classes formèrent une longue file pour présenter leurs précieux cadeaux à la petite princesse. Ils admiraient tous la petite Aïcha. Ainsi, le tour devait revenir à chaque invité. Cependant, il y avait trop de représentants de l'aristocratie de la capitale, et le bébé parvenait à se fatiguer et à vouloir dormir. Et il y avait encore des danseurs devant elle, qu'elle devait aussi surveiller. Et puis, ils ont présenté l'ambassadeur de l'Empire, Edenbell. La jeune fille souhaitait savoir de qui il s'agirait, et si elle connaissait cette personne. Elle vit des yeux bleus, et supposa qu'il s'agissait du frère aîné de Lachias. Le gars a enlevé sa capuche, et la fille s'est souvenue que la robe bleue était un élément vestimentaire des magiciens de l'Empire Edenwell. Si l'Empire Elmire était un empire de chevaliers, l'Empire Edenbell était alors un empire de magiciens. C'était le fils aîné du duc d'Arsan qui reçut le titre de plus jeune sage dans la tour des magiciens d'Edenbell. Il était également le seul ami d'enfance du personnage principal. Lorsqu'elle mourut, elle avait 14 ans et lui 17. 2 ans se sont écoulés depuis sa mort. Il a donc déjà 19 ans. Aïcha était assise sur les genoux de son père,
complètement perdu dans ses propres pensées et souvenirs. Et ses parents ont tiré la sonnette d'alarme. Ils s'inquiétaient de savoir si tout allait bien pour leur bébé, et peut-être qu'elle était fatiguée. La jeune fille n'a pas réagi envers ses parents. Elle a supposé qu'Arsène occupait une place importante dans le palais impérial, puisque c'était lui qui était censé lui offrir un cadeau. Aïcha a commencé à se calmer, disant qu'elle ne devrait pas pleurer ni être bouleversée, et qu'elle avait besoin de se calmer. L'envoyé a demandé la permission de féliciter la princesse pour son premier anniversaire, et a rapporté qu'en l'honneur de cette fête, une pierre magique avait été créée spécialement pour elle dans leur empire. Cette pierre combinait des sorts magiques et l'élément eau, afin que son propriétaire soit totalement en sécurité. Cependant, pour le personnage principal, le plus important était que ce type se porte bien. La personne suivante souhaitant féliciter la princesse était le prince héritier Ésis, qui était également son frère. La petite fille pensait qu'il allait lui faire la même surprise promise. Il a embrassé la petite main du bébé et l'a félicité pour son premier anniversaire. L'empereur l'interrompit en disant qu'il avait compris depuis longtemps ce que son fils voulait faire et exprima son hypothèse à ce sujet. Il pensait que le garçon voulait faire un vœu de chevalerie à Aïcha. Le prince ne l'a pas nié et a déclaré que c'était exactement ce qu'il allait faire. La petite fille ne s'attendait certainement pas à une telle action de la part de son frère. Il ne comprenait pas ce que signifiait ce vœu chevaleresque. Dans l'empire Elmire, il y a un serment éternel, car cet empire est un empire de chevaliers. En prêtant ce serment, le chevalier s'engage à protéger un seul maître. Défendez non seulement les croyances et l'honneur du maître, mais consacrez également toute votre vie à le servir. Le personnage principal ne comprenait pas pourquoi son frère avait décidé de lui prêter allégeance. Elle était confuse, et Essis avait peur que quelque chose soit arrivé à sa sœur. Et la petite fille ne savait pas quand le cœur de ses proches changerait et qu'elle serait à nouveau trahie. Dans cette vie, elle cherchait un piège partout. Alors, elle a décidé de pleurer. Mais le frère lui tendit la main et commença à calmer sa sœur bien-aimée. Il lui a répété ce qu'il avait déjà dit plus d'une fois. Quoi qu'il arrive, il sera toujours prêt à lui venir en aide et à la protéger. Elle était son miracle, son désir et tout simplement son tout. Il tentera de devenir plus fort à l'avenir afin d'être son soutien. Il a demandé à sa sœur de le croire. Pendant tout ce temps, il continua à tenir sa petite main dans ses mains. Aïcha pensait à quel point son frère aîné était idiot. L'empereur prit l'épée apportée par Ésis et dit qu'ils acceptaient son serment. Il a demandé si le garçon était prêt à consacrer la gloire, le destin et le pouvoir à sa sœur. Essis a juré qu'il lui donnerait tout. Tous les invités présents ont commencé à applaudir un cadeau si généreux de la part de l'héritier du trône. La foule se mit à applaudir, appelant alternativement les noms du prince et de la princesse. La petite princesse pensait que ce serait peut-être la fin de ses échecs. La tendresse de l'empereur, les soins de sa mère et le sourire d'Ésis, la jeune fille pensa que grâce à tout cela, elle pourrait peut-être être heureuse. L'empereur et l'impératrice annoncèrent que leur fille devait maintenant se coucher pour se reposer. Ésis voulait emmener sa sœur dans sa chambre et lui demanda la permission de le faire. Il a suggéré qu'Aïcha serait ennuyée si elle ne voyait pas de feu d'artifice, car elle n'en avait jamais vu auparavant. Et la jeune fille s'est souvenue que la nounou lui avait dit qu'il devrait y avoir beaucoup de feux d'artifice le jour de son anniversaire. L'empereur était d'accord avec son fils et lui dit qu'en fait, la soirée n'était pas encore terminée. Après quoi, Iris suggéra de coucher le bébé après le feu d'artifice. Ésis a joyeusement attrapé sa sœur et l'a portée jusqu'au balcon. Il a dit qu'il n'y aurait personne là-bas, mais que la vue sur le spectacle serait très bonne. Portant sa sœur, il lui a demandé si c'était la première fois qu'elle voyait des feux d'artifice. Le frère a commencé à lui décrire à quoi ressemblent les feux d'artifice. Il a dit qu'il y aurait d'abord un boom au sol, puis dans le ciel, et qu'ensuite elle verrait de nombreuses belles lumières. Et pour éviter que les oreilles de sa sœur ne se blessent, le magicien va tenter de rendre le lancement du feu d'artifice
plus silencieux. Il avait déjà vu ce miracle plus d'une fois et pouvait donc affirmer avec certitude qu'il était en fait très beau. Aïcha a été très surprise d'entendre parler du magicien, car à Elmira, ce n'est pas si facile de rencontrer un magicien. On sentait que l'empereur accordait beaucoup d'attention à cette soirée. Hési a pointé son doigt vers le ciel et a dit à sa petite sœur de regarder, car tout avait déjà commencé. Les enfants ont vu un magnifique feu d'artifice exploser dans le ciel. Ils étaient tous deux émerveillés par sa beauté. Il a continué à montrer à sa sœur les directions dans lesquelles les feux d'artifice étaient lancés, et ils ont tous deux apprécié ce magnifique spectacle. Pendant la pause entre les plans, le garçon regardait sa sœur et lui disait qu'elle était charmante. À ce moment, il sembla au personnage principal qu'elle pouvait commencer à parler. Probablement parce que désormais, sa voix sera noyée dans le bruit, ce qui signifie qu'Hésis n'entendra pas ses paroles. Aïcha a appelé son frère par son nom, puis elle a eu peur que son frère ait entendu quelque chose et a suggéré qu'elle devrait probablement dire rapidement ce qu'elle avait en tête. La princesse ne comprit pas pourquoi tout était devenu si calme. Hési se tourna vers sa sœur et lui demanda si elle venait vraiment de prononcer son nom. Le garçon n'en revenait pas et répétait sans cesse que la petite fille l'appelait par son nom. Aïcha regarda son frère aîné en souriant et pensa qu'elle essayait seulement de prononcer son nom. Mais il était si heureux qu'il ne put retenir ses larmes. Hési était trop occupée à essayer de persuader sa sœur d'essayer de répéter cela au moins une fois de plus et n'a pas remarqué à quel point les parents effrayés les approchaient. Ils ne comprenaient pas du tout ce qui arrivait à leurs enfants. La princesse ne comprenait pas pourquoi son frère l'aimait tant. Et pendant ce temps, il ne pouvait pas faire face aux émotions déferlantes et ne pouvait pas relier correctement deux mots afin d'expliquer à ses parents ce qui s'était passé. Alors l'impératrice lui a dit de réfléchir profondément. Respirer et réessayer. Aïcha ne comprenait pas pourquoi elle ouvrait son cœur à ces gens si facilement. Mais elle savait une chose. Maintenant, elle pouvait parler. Et la jeune fille a décidé d'appeler l'impératrice, en appelant sa mère. Iris avait du mal à croire ce qu'elle entendait. Elle était incroyablement heureuse que le bébé ait enfin parlé. L'empereur se précipita vers sa fille et lui demanda de l'appeler également. Le personnage principal a souri et a dit doucement à papa. L'empereur, satisfait, prit son bébé dans ses bras et dit que tout était ainsi. Il était son père. Hési était si heureux que sa sœur soit la première à l'appeler par son nom, que ses larmes de bonheur ne cessaient jamais. Aïcha a finalement accepté que ces personnes soient sa vraie famille. Arsan se leva et observa tout ce qui se passait sur le balcon en contrebas. Un homme s'est approché de lui par derrière et lui a demandé ce qu'il regardait avec autant d'attention. C'était un maître de la magie. Il a dit que cette famille vivait dans le chaos, mais qu'elle profite désormais de jours paisibles. Arsan craignait que quelque chose de terrible n'arrive si quelqu'un entendait l'homme. Mais l'homme était sûr que rien ne pouvait lui arriver, car ils étaient au cœur même de l'Empire, et d'ailleurs, il ne disait absolument rien de tel. Cependant, Arsan pensait qu'il valait mieux toujours surveiller ses paroles. Après tout, insulter la famille impériale est un crime grave. Arsan ne comprenait toujours pas la raison pour laquelle Ophélie était morte. S'il l'avait su à l'avance, il aurait essayé de faire quelque chose. Il était sûr que dans ce cas, il pourrait au moins l'aider d'une manière ou d'une autre. Cependant, lorsque le gars l'a découvert, il était déjà trop tard. Maintenant, à chaque fois que je me réveille, ce jeune homme voit Ophélie. Il la voit sourire si clairement. Les larmes coulèrent sur les joues d'Arsène. Et il dit qu'il ne pourrait jamais pardonner à la famille impériale. Mais le maître lui a dit de se calmer et de se ressaisir. Essuyant les larmes de son visage, le gars a admis au maître qu'il voulait enquêter sur la mort de sa petite amie. Il était déterminé et voulait découvrir la vérité. Le maître a dit que le gars pouvait faire ce qu'il voulait et a promis de l'aider dans ses efforts. Le joyeux Arsan a remercié l'homme pour cela. Et l'homme a dit que, si ce type veut le remercier, il ne devrait pas oublier l'entraînement et devrait masser les épaules du maître tous les jours. Arsan était heureux de recevoir l'approbation du maître. Après le départ du maître, le gars a de nouveau regardé le balcon vide. Et j'ai pensé à une petite fille qui s'appelle Aïcha de Elmire. Grâce à elle,
Il est déterminé à réaliser ses projets. Il remit la capuche de sa robe et suivit le maître. 6 années entières se sont écoulées depuis le premier anniversaire de la princesse. Le bébé était assis à l'ombre d'un arbre et s'occupait de ses affaires. Et soudain, quelqu'un l'a appelé. Frère satisfait et criant, elle eut envie de sauter et de courir à la rencontre de celui qui l'appelait. Mais il l'a devancé. En s'approchant de sa sœur, il lui a dit qu'il était venu. Le prince s'assit à côté de sa sœur et lui demanda quel genre de livre elle lisait. Elle lui montra la couverture du livre, et il fut surpris par ce qu'il vit. C'était l'histoire de la formation des langues anciennes et les principes abstraits de leur développement. Il lui rappela que sa petite sœur n'avait que 7 ans et qu'il était trop tôt pour qu'elle lise des livres aussi sérieux. Mais elle se contenta de rire en réponse. Azy considérait sa sœur comme une fille très intelligente. Les saisons continuaient de changer, et c'était déjà le 7e printemps depuis la naissance d'Aïcha. Cette jeune fille a finalement décidé d'ouvrir son cœur à une nouvelle famille. Dès l'âge de 3 ans, Aïcha a commencé à démontrer ses capacités. Elle s'approchait très souvent de sa mère et lui disait qu'elle voulait lire un livre. Ainsi, elle commença à apprendre les lettres. Ou plutôt, à faire semblant de les apprendre. La réaction de la famille a été explosive. Un jour, Azy courut chez l'impératrice et, montrant les notes de sa sœur, lui dit qu'elle était un génie. Même à ce moment-là, elle pourrait écrire son nom. Elle a aussi appris à écrire à maman et papa. Après cela, la petite fille a progressivement commencé à étudier la langue Elmira. J'ai lu des contes de fées, et j'ai récemment commencé à étudier les langues anciennes. Elle s'intéressait particulièrement aux livres sur les esprits. Étant donné que les esprits avaient disparu depuis longtemps, il était difficile de trouver des documents, même dans la bibliothèque impériale. Mais dans les temps anciens, il en existait de nombreux autres types différents. Et la jeune fille a suggéré qu'il était possible d'obtenir des informations sur les esprits en étudiant les langues anciennes. Comme Aïcha n'était pas le successeur du trône impérial, elle craignait de montrer des capacités trop exceptionnelles, mais elle pensait qu'elle devait rester au lit si longtemps et qu'elle pourrait enfin étudier quelque chose. La fille pensait que c'était excitant. L'héritier du trône aurait dû se méfier d'un membre de la famille impériale qu'on qualifiait de génie. Mais la jeune fille était sûre que son frère n'était pas comme ça. Il occupait une position très stable dans le palais et était aimé et respecté de tous. Le frère ramena mentalement Aïcha au présent et lui demanda si elle préférait lire des contes de fées au lieu de tous ces livres sérieux. En regardant son frère, la jeune fille réalisa qu'il avait beaucoup changé. Il grandit et sa voix devint plus grave. Azy regarda sa petite sœur et lui proposa de lui faire la lecture. Elle a ri et a dit qu'elle avait lu tous les contes de fées il y a longtemps. Mais elle s'est dit que c'était son visage qui avait le plus changé. Maintenant, il était devenu encore plus attirant. Dans ce cas, il lui a suggéré de se mettre à la peinture, disant qu'il pouvait dessiner des lapins très mignons. La petite fille a ri encore plus fort et lui a demandé si elle pouvait dessiner un lapin plus mignon que son frère. Elle aimait se moquer de lui. C'était une activité amusante. En fait, il n'y avait qu'une seule raison principale pour laquelle Aïcha voulait étudier les esprits. C'était la revanche de l'Empire Idenbel. Heureusement, même dans l'Empire d'Elmire, il était possible de découvrir des nouvelles de sa patrie à partir d'une vie passée. Pendant de nombreux siècles, ces empires étaient hostiles, et il y a seulement quelques décennies, ils ont commencé à nouer des relations amicales, mais ont toujours montré de l'hostilité et de l'intérêt pour l'un l'autre. On raconte que Marianne était encore vénérée comme une sainte, et que Lachias devait bientôt célébrer la cérémonie de couronnement du prince héritier. La jeune fille pensait qu'après sa mort, toute sa famille de sa vie passée vivait heureuse. Les esprits qui sont apparus ont demandé si Aïcha allait bien. Et la jeune fille s'est rendue compte que lorsqu'elle était princesse d'Eden-Bella, elle ne pouvait pas voir les esprits. Alors maintenant, lorsqu'elle décide de se venger de la famille impériale, les esprits deviendront son atout. Aïcha ne comprenait toujours pas ce qui s'était passé alors. Et que signifiaient les yeux brillants de Mariana? La jeune fille était assise à côté de son frère, tenant dans ses mains un livre qu'elle avait déjà lu et qu'elle ne pouvait échapper à ses pensées et à ses souvenirs. En regardant sa petite sœur, Azy dit que parfois,
Il lui semble qu'elle est beaucoup plus âgée que lui. La petite fille regardait son frère et ne savait que répondre à son hypothèse. Cependant, il n'attendit aucune réponse de sa part et supposa qu'il ne faisait probablement que l'imaginer. Tout cela parce qu'Aïcha était si brillante. Mais la fille a ri et a dit que son frère était aussi très intelligent. Elle avait entendu dire que dans leur empire, personne ne pouvait égaler ses compétences avec une lance, et qu'il s'entraînait également quotidiennement. Aïcha a suggéré d'entrer dans le château car il y avait un peu de vent dehors, mais il lui dit que tout allait bien et lui demanda de compter sur lui si elle traversait une période difficile. La jeune fille le regarda et lui promit qu'elle ferait exactement cela. Un peu plus tard, de retour chez elle, la jeune fille ne comprit pas ce qui se passait dans le château. Absolument tous les domestiques étaient occupés à mettre les choses en ordre. La petite fille a demandé à sa nounou ce qui s'était passé, et elle répondit que l'impératrice était rentrée chez elle et qu'elle attendait la princesse chez elle. Dans l'empire d'Elmire, un grand événement avait lieu chaque saison, comme la fête du printemps, le solstice d'été, les concours de chasse en automne et le festival du Nouvel An en hiver. Une semaine avant et après la fête, des offrandes sont faites à Dieu et chacun se prépare activement pour la célébration. Puisqu'il s'agit des événements les plus importants de l'année, le palais impérial s'y prépare avec beaucoup de diligence. Par conséquent, l'impératrice était toujours occupée à les préparer. La fête du printemps allait bientôt arriver, ce qui signifiait que la mère du personnage principal était à nouveau très occupée par les préparatifs. En entrant dans la chambre de l'impératrice, Aïcha réfléchit à ce que sa mère voulait lui dire. L'impératrice était assise à table et buvait du thé. Lorsqu'elle a vu sa fille, elle était très heureuse de la voir et a salué son petit. La fille a couru vers sa mère et lui a dit combien elle lui manquait. Après quoi, elle lui a demandé comment elle allait. L'impératrice a dit qu'il était également très difficile pour elle de ne pas voir sa fille bien-aimée pendant 3 jours entiers, et a dit à sa fille de « asseyez-vous à côté d'elle ». Le personnage principal s'intéressait à la façon dont se déroulaient les préparatifs de la fête du printemps. Iris a dit que tout était comme d'habitude, mais qu'il y avait un problème. Les gens s'ennuyaient, à force de voir la même chose encore et encore. Elle aimerait vraiment ajouter quelque chose de nouveau à cet événement, mais absolument rien d'utile ne lui est venu à l'esprit. Mais il y avait quelque chose de plus important. L'impératrice a demandé à sa fille si elle se souvenait du scientifique Allomin, venu la dernière fois. La jeune fille, bien sûr, se souvenait de lui, car il était professeur à l'Académie impériale. La jeune fille a suggéré que certains problèmes auraient pu survenir lors de la détermination de son niveau de connaissance et qu'il aurait peut-être fallu faire quelques erreurs supplémentaires. Maman lui a dit que le scientifique avait répété à plusieurs reprises qu'Aïcha avait de très très bonnes capacités. Il l'a même qualifiée de génie, qui naît une fois toutes les quelques décennies. La jeune fille a voulu en rire, disant qu'être un tel génie est très pénible, mais elle a ensuite pensé qu'elle aurait dû répondre un peu plus doucement à sa mère. L'impératrice a demandé à sa fille ce qu'elle voulait faire à l'avenir. Après tout, elle avait compris depuis longtemps à quel point sa fille était intelligente, et se souvenait même de l'admiration de la femme qui était venue enseigner à son petit enfant. Mais après avoir entendu l'opinion du scientifique, elle a commencé à s'inquiéter pour l'avenir de sa fille. Lui et l'empereur étaient prêts à soutenir n'importe quel choix de sa fille, si elle voulait faire quelque chose de spécifique. La princesse ne savait pas du tout ce qu'elle devait répondre à sa mère. L'impératrice a déclaré qu'elle était pressée de dire cela maintenant, et que sa fille ne devait donc pas se précipiter pour répondre. Elle a ensuite demandé si sa fille aimerait se lier d'amitié avec d'autres enfants lors du festival. Elle a suggéré que de nouvelles connaissances pourraient aider Aïcha à décider de son futur métier. Aïcha a demandé à sa mère si elle était sûre que cela ne dérangerait pas son père et son frère, car il lui disait toujours que c'était très dangereux à l'extérieur du palais. L'impératrice promit d'essayer de les en convaincre. Aïcha était très heureuse de l'offre de sa mère, car elle a toujours voulu avoir des amis. Le soir, assise dans sa chambre, le personnage principal se souvient de la journée écoulée. Elle se souvenait des paroles de sa mère selon lesquelles elle et son père soutiendraient chacun de ses choix, et des paroles de son frère selon lesquelles elle pouvait toujours compter sur lui. Cependant,
Elle savait que si elle voulait se venger, elle devrait le faire seule. Elle ne voulait pas imposer un fardeau à sa famille aimante. Elle n'avait donc d'autre choix que de perfectionner ses compétences magiques. Le personnage principal a décidé qu'elle devait se concentrer sur ce qu'elle pouvait faire maintenant. La petite fille est allée à la bibliothèque pour choisir le bon livre. Cependant, elle ne comprenait pas par où commencer. Elle était bouleversée et pleurait parce qu'elle ne pouvait pas lire les livres dont elle avait besoin. Après tout, elle n'avait maîtrisé que récemment le niveau initial des langues anciennes, et toute la littérature nécessaire s'y trouvait. C'était difficile, mais elle a réussi à apprendre le vocabulaire de base. Et aussi, grâce à la compréhension des principes de formation, il a été possible de tirer une conclusion sur la signification des lettres en regardant leur forme. Toute la difficulté dans le choix d'un livre était qu'il était au niveau débutant, et qu'elle ne connaissait que la moitié des lettres. Cependant, bien qu'il s'agisse de la bibliothèque impériale, où étaient rassemblés tous les livres de l'Empire, il y avait très peu de livres sur les langues anciennes, et ils étaient tous anciens. La jeune fille n'était pas sûre que dans cette bibliothèque, il y ait au moins un livre qui lui convienne. Pourtant, tout à fait par hasard, son regard se pose sur un livre sur l'histoire des parfums. Elle réalisa que si elle étudiait ce livre, elle pourrait en apprendre beaucoup plus sur les esprits. Les esprits qu'elle voyait habituellement étaient également satisfaits de sa découverte. La jeune fille était sûre qu'elle devait lire ce livre le plus tôt possible. Mais les esprits ont commencé à l'appeler et lui montrèrent un autre livre qui se trouvait sur l'étagère. Mais elle ne comprenait pas pourquoi ils le lui montraient et lui demandaient si ce livre parlait de magie. Et ils ont continué à insister pour que la jeune fille lise ce livre. Aïcha ne savait pas si cela dépendait directement de ses capacités, mais jusqu'à présent, elle ne pouvait échanger que quelques mots avec les esprits, encore moins engager un dialogue constructif avec eux. Mais s'ils insistaient autant, il devait y avoir une raison à cela. Elle prit le deuxième livre et décida de lire les 2 livres qu'elle avait trouvés. La jeune fille marchait dans le couloir lorsqu'elle entendit quelqu'un l'appeler. En se retournant, elle aperçut son frère. Il lui a demandé ce qu'elle faisait là. Ayant caché les livres, la jeune fille ne savait pas quoi répondre à Isis. Après avoir regardé attentivement, il remarqua néanmoins l'un des livres, mais elle lui dit que c'était un livre pour apprendre les langues anciennes. Elle a pensé que c'était une bonne idée d'apprendre des langues anciennes, et a donc décidé de l'essayer. Le prince écouta très attentivement sa sœur, après quoi il a dit qu'il avait entendu parler de l'arrivée d'un scientifique qui disait qu'Aïcha était très intelligente. Donc le prince était très fier de sa petite sœur. Il lui semblait que maîtresse Iris réfléchissait sérieusement à son avenir, mais la jeune fille n'avait pas besoin de s'en inquiéter. Elle devait faire ce qu'elle voulait, et sa famille la soutiendrait certainement. Puis il a dit qu'il avait encore du travail à faire, et qu'il devait donc partir. La fille était intéressée par ce à quoi pensait son frère. Elle avait l'impression qu'il devinait qu'elle possédait une sorte de taïga. Mais Aïcha essaya de chasser ses pensées, disant que cela ne pouvait pas arriver. Tout ce qui s'est passé lui a rappelé une sorte de conte de fées, communication avec les esprits, ou sa renaissance après la mort. Elle ne pourra jamais raconter tout cela à son frère bien-aimé. S'asseyant plus confortablement, elle prit un des livres et commença à le lire. Ce livre dit que les esprits ont commencé à se battre les uns contre les autres, et par conséquent, ont beaucoup souffert à cause des sorciers. Aïcha était très intéressée par la lecture du livre. Elle a trouvé tout cela très intéressant. Il semble que les sorciers aient disparu à cause de leur participation à la bataille entre les esprits. Elle n'avait pas assez de compétences pour lire correctement ce livre, mais elle le trouvait quand même très intéressant. Cependant, elle n'a rien trouvé sur les personnes capables de voir les esprits dès leur naissance. Aïcha ne comprenait pas qui elle était dans cette affaire. Elle n'avait personne à consulter, donc elle ne savait pas quoi faire de cette capacité. Tout à fait par hasard, elle a vu un sort pour invoquer des esprits. Elle était heureuse d'avoir enfin trouvé quelque chose. Pour invoquer un esprit, il fallait avant tout du mana et de l'âme. Si les 2 conditions étaient remplies, alors la chose la plus importante était le contact pour invoquer l'esprit. C'est un contact magique qui existe depuis l'Antiquité et qui a la capacité de relier les esprits à ce monde. Aïcha fut très bouleversée lorsqu'elle réalisa que ce livre ne couvrait pas l'invocation détaillée de l'esprit. Si le lecteur voulait appeler les esprits,
Il devait alors acheter un livre spécial. Aïcha était en colère et a jeté le livre de côté, pensant que les écrivains se moquaient d'elle. Elle reprit le livre et pensa qu'il était impossible qu'il n'y ait rien dedans en rapport avec l'invocation des esprits. Il était évident pour elle que ce livre avait été écrit par un marchand qui avait fait cela dans le but d'en vendre un autre. Les esprits apparus tentèrent de calmer la princesse. Elle a dit qu'ils avaient raison et qu'elle était simplement très inquiète, même s'il n'y avait absolument rien de mal à cela. Elle avait juste besoin de repos. Mais elle se souvenait du deuxième livre que les esprits lui avaient dit de lire. Il n'y avait ni titre, ni auteur. Mais peut-être que les informations sur les esprits se transmettaient de bouche à oreille. Dans ce livre, elle a réussi à trouver un contact pour l'appel d'un esprit inférieur. Elle allait essayer une méthode d'invocation qu'elle avait vue plus tôt dans l'histoire des esprits. Il fallait d'abord préparer un contrat pour invoquer l'esprit. De plus, si l'invocateur ne disposait pas de suffisamment de pouvoir magique, il devait alors utiliser une pierre de mana. Et si même dans ce cas, il n'y avait pas assez de force, alors il fallait unir ses forces avec un sorcier de haut rang. Et quand le contact sera pris, vous devez mettre la main dessus et dire ce qui suit. Les esprits qui composent toutes choses viennent donner de la force. Aïcha a tout fait exactement comme indiqué dans le livre. Elle sentait que quelque chose se passait. La tension commença à monter autour d'elle, qui s'est rassemblée en une boule lumineuse. Le personnage principal n'en croyait pas ses yeux. Devant elle se trouvait un véritable esprit. Il s'est présenté en disant qu'il s'appelait Hugh, puis il a déclaré qu'il avait été convoqué. Cette voix semblait familière à Aïcha. Elle se souvint que c'était la même voix avec laquelle les esprits communiquaient habituellement avec elle. L'esprit demanda cordialement si le personnage principal avait terminé son contact avec lui. Satisfaite, Aïcha a répondu oui. Yu s'est envolé vers le personnage principal pour l'embrasser sur le front. Puis un autre esprit apparut devant Aïcha. Il salua la jeune fille en l'appelant maîtresse. Cet esprit joyeux était Ru. Elle était un esprit de lumière de classe inférieure. Aïcha regarda l'esprit et demanda avec surprise si Ru pouvait vraiment changer son apparence. Ru a déclaré qu'après avoir conclu un contrat, les esprits reçoivent une coquille plus adaptée à ce monde. Aïcha a enfin vu à quoi ressemblait sa chère amie, qui était avec elle depuis son enfance. La jeune fille ne pouvait pas croire qu'il était possible d'invoquer un esprit aussi facilement. Et puis, Ru a dit que conclure un contrat avec un esprit n'est pas si facile. Cependant, il existait un lien très étroit entre Ru et Aïcha. Et c'est pourquoi la jeune fille était capable d'invoquer l'esprit avec une telle facilité. Ru était très heureuse que la princesse l'appelle. Aïcha ne pouvait pas croire que la voix qui résonnait auparavant dans sa tête pouvait maintenant résonner dans ses oreilles, et qu'il pouvait parler autant que son cœur le désirait. La princesse se demandait pourquoi Ru ne lui parlait pas normalement auparavant, car elle savait comment le faire dès le début. Il s'avère que les esprits qui ne sont pas invoqués sont les mêmes esprits inférieurs et que, dans leur état naturel, ils ne peuvent pas dire grand-chose. Mais après que la maîtresse ait fait appel à son esprit, leurs âmes se sont connectées et Ru a acquis son apparence actuelle. Elle décida de se présenter à nouveau, disant qu'elle s'appelait Ru et qu'elle était un esprit de lumière inférieur. Aïcha a également décidé de se présenter. Mais elle était sûre que l'esprit connaissait déjà son nom. Ru a confirmé ses soupçons, affirmant qu'elle s'occupait d'elle depuis son enfance. Ru a dit que sa propriétaire était toujours douce et gentille, donc elle était toujours heureuse d'être avec elle. Et en plus, Aïcha était très populaire. Elle commença à parler de la façon dont le roi des esprits de lumière lui-même lui avait rendu visite auparavant, mais décida qu'il valait mieux garder le silence. Aïcha a demandé si Ru avait vraiment dit qu'elle était célèbre. Elle s'intéressait également à qui était ce roi des esprits de lumière. Ru ne savait pas quoi dire à sa maîtresse, alors elle se mit à bégayer. Mais ensuite, elle a quand même dit que tout cela était dû au fait qu'Aïcha est la seule dans ce monde à pouvoir voir les esprits avec lesquels elle n'a pas conclu de contrat. L'esprit souriant a ajouté que, si quelque chose, alors elle n'en sait rien. Aïcha attrapa l'esprit et commença à le secouer, lui demandant si c'était vrai. Maintenant que les sorciers sont rares, Aïcha elle-même réalisa que son talent était spécial. Mais il s'avère qu'elle était la seule au monde à pouvoir voir les esprits sans contrat.
Maintenant, la jeune fille s'intéressait à la manière dont elle pourrait faire appel à des esprits d'une classe supérieure, mais Rue a demandé à la maîtresse de la laisser partir. La pauvre Rue essayait de reprendre son souffle après un tel choc. Elle dit alors que tous les esprits étaient invoqués de la même manière que la maîtresse l'avait invoqué. De cette façon, vous pouvez invoquer absolument n'importe quel esprit, s'il existe un appelant dont la magie est similaire à l'esprit souhaité. Mais le plus important est de recevoir l'approbation de l'esprit lui-même. Si l'âme est un récipient dans lequel le mana est collecté, alors le mana est l'eau qui remplit le récipient. Ainsi, plus le récipient est grand et plus il contient d'eau, plus il est facile d'invoquer des esprits d'une classe supérieure. Mais maintenant, Aïcha est encore trop jeune. Elle n'a pas beaucoup de pouvoir magique par rapport à son pouvoir mental. Maintenant, un esprit avec la plus haute compatibilité répond à son appel. La jeune fille avait un lien étroit avec les esprits de la lumière, et c'est pourquoi Rue est apparue. L'esprit espérait qu'elle avait expliqué suffisamment en détail pour que l'hôtesse comprenne ce qu'elle voulait dire. Rue a vu les biscuits posés sur la table et a demandé à la fille la permission de les manger. Aïcha, bien sûr, lui a permis de manger ses biscuits et lui a proposé de lui servir du thé. Maintenant, le personnage principal s'intéressait à la manière dont elle pourrait augmenter son pouvoir magique. Sans mâcher, Rue répondit en disant que si son invocation spirituelle était active pendant une longue période, alors son pouvoir magique et celui de son âme augmenteraient progressivement. Rue a également décidé de raconter comment s'appellent les esprits de lumière des différentes classes, et n'a pas oublié le roi des esprits, nommé Ruminas, auquel Aïcha a interrompu son histoire, demandant si ce n'était pas le nom du dieu de la lumière. La première divinité la plus vénérée à Elmira est le dieu de la lumière Ruminas. Il est aussi le dieu qui apporte la victoire et la gloire. Mais il était aussi le dieu qui apporta la première lumière, car aucun être vivant ne pouvait survivre sans lumière. Même la fête du printemps est organisée en l'honneur du dieu de la lumière, afin de lui offrir des prières. L'esprit a demandé si c'était ainsi qu'il l'appelait maintenant, et Aïcha était intéressée par la façon dont il l'appelait auparavant. Rue a dit que son corps est un esprit, et qu'il est leur noble roi. Il y a bien longtemps, le monde était encore dans le chaos. Le Créateur créait le jour et la nuit, et des rois spirituels y sont nés. Au fil du temps, les noms des rois ont changé, et parmi eux, Rumnas était autrefois le souverain du jour et l'ennemi de la nuit, et maintenant il est appelé le dieu de la lumière. Cela ne veut pas dire que tous les dieux sont des esprits. Ils s'occupent tous de ce monde car les gens sont souvent confus. Aïcha a de nouveau invité sa nouvelle amie à boire du thé, et elle a accepté avec grand plaisir. Elle pensait elle-même que Ruminas, qu'elle avait toujours considéré comme un dieu, était en fait un esprit, et non un dieu. Avec son histoire, Rue a donné à Aïcha une idée de la façon dont elle pourrait aider sa mère. La jeune fille s'est précipitée vers sa mère pour lui faire part de son idée. Elle était sûre que l'impératrice serait également ravie d'elle. Et maintenant, inspirée, elle se tenait déjà devant la porte de la chambre de sa mère. En entrant dans la pièce, elle suggéra immédiatement à ses parents d'organiser des vacances pour les esprits à la fête du printemps. Cette journée a été très nuageuse et pluvieuse. Aïcha regardait ce qui se passait dans la rue à travers la fenêtre et pensait que la pluie ne s'arrêtait toujours pas. Comme toujours, Rue, qui dévorait des biscuits, dit qu'il lui semblait que la pluie ne s'était pas arrêtée depuis son apparition au palais sous sa nouvelle apparence. Aïcha trouvait très mignon la façon dont ce petit esprit mangeait des biscuits. Depuis qu'elle avait entendu parler du roi des esprits, le jour où Rue était apparue, elle préparait chaque jour la fête du printemps lorsqu'elle était au palais. Heureusement, l'impératrice a beaucoup aimé le plan proposé par sa fille. Le père a également félicité la petite fille pour ses efforts et lui a tapoté la tête. Son projet, avec le soutien de ses parents, aurait donc dû se réaliser sans problème. Rue était également heureux de l'ouverture du festival. C'était avant tout pour les esprits, et donc le roi des esprits devrait également l'apprécier. Les gens avaient besoin d'en apprendre davantage sur les esprits. Aïcha s'est intéressée à ce qu'était le roi des esprits,
et elle a interrogé son petit esprit à ce sujet. Et elle a dit qu'il était très fort, beau et très cool. Il est connu comme la plus belle parmi les créatures générées par le Créateur. En apparence, il ressemble à un homme humain, mais il est incomparablement beau. Son visage était impossible à oublier. Il avait des cheveux et des yeux dorés de la même couleur, remplis de lumière. Aïcha a posé des questions sur les cheveux et les yeux dorés. Elle pensait que cette description lui semblait familière. Cependant, elle décida de mettre ses pensées de côté, pensant qu'elle ne pourrait rencontrer le roi des esprits nulle part. Pendant ce temps, Rue attrapa le cupcake, disant que c'était maintenant son tour. Et la jeune fille se demandait si elle pouvait appeler le roi des esprits lui-même. Rue fut tellement surprise par cette question qu'elle arrêta même de manger. Elle a dit qu'il n'y avait pas une seule personne dans ce monde qui puisse invoquer le roi des esprits. La jeune fille était bouleversée et se demandait si tout cela était dû à la magie. Les gens ne peuvent pas avoir un tel pouvoir magique pour invoquer le roi des esprits. Comme Rue l'a déjà dit, l'âme est un récipient, et la magie est l'eau qu'elle contient. Quelle que soit la taille du récipient, s'il n'y a pas assez d'eau, alors il est impossible d'invoquer des esprits. C'était la règle de l'esprit. Monde. La jeune fille se demandait si, même si elle ajoutait le pouvoir de la pierre magique, elle n'aurait toujours pas assez de force. Mais l'esprit répondit que la pierre magique était secondaire. Elle pourrait compenser le manque de pouvoir magique lors de l'appel des esprits du classe moyenne ou supérieure, mais il n'était pas disposé à faire plus capable. Aïcha était bouleversée, car elle réalisait qu'un esprit aussi puissant ne pouvait pas être invoqué si facilement. Néanmoins, elle aimait la magie de la lumière, et c'est pourquoi elle ressentait une telle proximité. En pensant à la lumière, la jeune fille se souvint de son frère Isis. Elle s'intéressait à ce qu'il faisait en ce moment. La nounou qui entra dans la pièce demanda si sa maîtresse parlait du prince Ézi. La fille lui a demandé si la nounou savait où se trouvait son frère en ce moment. Elle a compris qu'il était occupé maintenant, mais pour la première fois, il ne s'était pas vu depuis si longtemps, et il lui manquait. La nounou a dit que ces derniers temps, le prince était très passionné d'escrime, et que, alors qu'il s'entraînait sous la pluie, il avait attrapé froid. Aïcha fut surprise. « J'apprends que mon frère a un rhume ?» Elle s'est intéressée à la gravité de la maladie de son frère, et la nounou s'est rendue compte qu'elle avait tout révélé, car c'était un secret. Aïcha a couru vers la nounou et lui a demandé si elle ne pouvait vraiment pas se renseigner sur la maladie de son frère bien-aimé. Mais la nounou a dit que le prince Isis lui-même lui avait ordonné. Car si la princesse lui rendait visite et attrapait froid, ce serait très grave. La jeune fille était indignée, car il lui rendait toujours visite, et il ne se souciait pas du tout de tomber lui-même malade. Mais elle était encore plus bouleversée qu'avant, et a dit qu'elle n'irait pas chez son frère, puisque c'était un secret. Aïcha détestait quand son frère lui cachait quelque chose. Elle se demandait si son frère ressentait la même chose. Après tout, il voulait aussi qu'elle lui donne des conseils, et il pouvait compter sur elle. Parce que peu importe à quel point c'était difficile, elle voulait être forte. Dans ce cas, elle a décidé de lui écrire une lettre. Aïcha n'avait jamais écrit de lettre à son frère auparavant. Elle voulait parler de ses sentiments, peu importe ce qu'Ézi pensait d'elle. Elle voulait aussi être forte pour lui. Il n'y avait donc pas lieu de s'inquiéter outre mesure. Pendant ce temps, Ézi s'était allongé sur son lit dans sa chambre. Il était très malade et avait très mal à la gorge. Sa température n'a pas baissé du tout. Il réalisa finalement qu'il devait arrêter de brandir son épée sous la pluie. Le gars assis près de son lit ne comprenait pas du tout pourquoi il faisait ça. Isis répondit qu'il faisait cela afin de pouvoir manier une épée à tout moment et par tous les temps. Le gars a demandé si le prince se sentait très mal et il a répondu « N'est-ce pas perceptible de sa part ?» Le serviteur lui demanda de ne pas l'inquiéter. Mais Isis lui demanda de se taire. Il se demandait pourquoi, parmi tous les chevaliers, c'était lui qui était venu. Ce type s'appelait Vion. C'était un chevalier et le fils d'un noble de haut rang. Le gars a décidé de répondre à la question du prince et a suggéré qu'il était simplement le seul à pouvoir le tolérer. Vion a condamné le prince, car aucune personne sensée ne s'entraînerait sous la pluie.
Et Ésis n'avait rien à répondre à cela. Il était sûr qu'il devait faire ça, parce que le prince était censé être meilleur que tout le monde. Mais le gars lui a demandé de ne plus refaire ça. Ésis pensait que quiconque les verrait penserait que ce type était plus âgé que lui. Mais leur conversation fut interrompue par un domestique, disant qu'ils étaient venus le voir. Le prince était indigné, car il avait interdit toute visite pour cause de maladie. Le serviteur a dit qu'il s'agissait d'une servante du palais de la princesse Aïcha. Le gars a dit qu'il pourrait lui demander de revenir une autre fois, mais le prince ordonna de la laisser entrer. La servante qui entra salua le prince et se présenta en disant qu'elle s'appelait Léna et qu'elle était servante dans le palais de la princesse Aïcha. Rien de spécial ne s'est produit, mais la princesse a ordonné que cette lettre soit remise au prince héritier Ésis. Ésis fut surpris que sa sœur décide de lui écrire. Au cas où, il demanda à nouveau si sa sœur elle-même avait écrit la lettre, et si elle l'avait fait juste pour lui. Léna a répondu que c'était exactement comme ça que ça s'était passé. Il était heureux que sa sœur elle-même lui écrive cette petite lettre. Il est dit « Frère Ésis ». Commençant à lire la lettre, le prince fondit en larmes, et Vion lui demanda de ne pas forcer, car la température pourrait monter. Ésis a dit que la pièce était trop bruyante, et a demandé à Vion de se détourner, et a permis à Léna de repartir. Dans la lettre, son bébé s'intéressait à son bien-être. Elle a décidé d'écrire cette lettre lorsqu'elle a découvert que son frère était malade. Elle savait qu'il travaillait toujours dur, et lui a demandé de ne pas en faire trop. Elle a écrit qu'elle était très bouleversée quand elle a entendu parler de sa maladie par quelqu'un d'autre. Après avoir lu cela, il s'est excusé mentalement auprès d'elle, parce qu'il ne voulait tout simplement pas d'elle. Et j'étais inquiet pour lui. Elle a écrit à quel point il lui était cher, et à quel point elle était heureuse d'être sa petite sœur. Il était toujours à ses côtés, et elle ne pouvait donc même pas penser qu'elle serait si seule sans lui. Elle voulait voir rapidement son cher frère à la fête du printemps. En attendant, elle allait prier pour sa santé. Ésis pensait que, étant dans une position plus forte que quiconque, il devait faire de son mieux pour gouverner l'aristocratie avec sagesse. Il devait devenir aussi fort qu'Aïcha, et intelligente et étonnante. Il devait devenir encore plus puissant. C'est la seule façon pour lui de la protéger. Le prince savait qu'Aïcha lui cachait quelque chose, un secret qu'elle ne pouvait pas révéler. Il fut triste quand il la vit cacher un livre dans la bibliothèque. Mais il lui fallait une bonne raison pour ne pas tout lui dire. Le mieux qu'il pouvait faire était de lui faire confiance et de la soutenir. Par conséquent, il était prêt à réduire en poussière tous ceux qui faisaient souffrir sa sœur. Et Vion lui a demandé de se calmer, car il pourrait à nouveau tomber malade à cause du surmenage. Ésis a demandé au majordome de lui apporter du papier et un stylo. Le chevalier fut surpris que le prince demande du papier et un stylo. Et Ésis a demandé s'il ne devait pas répondre s'il recevait la lettre. Il s'assit et commença à écrire une réponse à sa sœur bien-aimée. Vion s'assit et regarda le prince écrire une lettre de réponse. Il se demandait si cet homme aimait vraiment autant sa sœur. Il n'avait pas de frère, donc il ne pouvait pas pleinement comprendre ce sentiment. Dans tout son entourage, il ne ressentait cela pour personne. Mais grâce à ce sentiment, le prince a réussi à devenir une telle personne. Après la mort de l'impératrice Thétis, il ressemblait à une bête sauvage. Le garçon était très inquiet de cette perte. Sans l'impératrice Iris et la princesse Aïcha, cela ne serait peut-être pas arrivé. Il aimerait lui parler un jour. Le jour est venu où le festival commence. La nounou a dit que le bel arc-en-ciel de ce jour était un signe spécial. Elle demanda si la princesse avait reçu une lettre du prince héritier. La jeune fille, gênée, répondit qu'elle l'avait reçue. Aïcha est partie en bateau avec son frère, et il lui a dit que les noms de ses parents signifiaient lion et fleur d'iris. Et le nom de la princesse signifiait oiseau blanc. Sa mère l'a vue dans un rêve lorsqu'elle était enceinte. Aïcha a suggéré que, lorsque sa mère était enceinte d'Ésis, elle avait vu un arc-en-ciel dans ses rêves, car en elmiriane, son nom signifiait arc-en-ciel. Mais il a répondu que son père et sa mère lui avaient donné son nom, espérant qu'il surmonterait toutes les difficultés à l'avenir, tout comme un arc-en-ciel qui apparaît après la pluie.